Bon, aujourd'hui, je vous parle du piégeage et gestion des animaux à fourrure, de ce manuel-là en fait, qui est un guide pratique. C'est un programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune. C'est disponible sur le site de la FTGQ, donc la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. C'est en partenariat avec Faune, Forêt et Parcs du Québec. Je vous ai déjà fait une vidéo précédemment sur pourquoi je suis passé mon permis de trappeur-piégeur. Maintenant, je vous parle du livre. D'abord, si de tous les livres que je vous ai présentés, si en situation d'effondrement global, c'est celui-là que je voudrais garder, c'est certain, les autres, je pourrais faire mon feu avec pour faire cuire mon gibier. Non, sans joke, c'est vraiment un livre, c'est un excellent livre. J'ai adoré le lire. Je faisais mes journées de 12 heures de travail, puis j'avais juste hâte de rentrer pour le lire. Ça vous donne une idée. J'avais toujours de l'énergie pour le lire. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon livre. C'est un livre qui est pratique, c'est un livre qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'images. On sait où qu'on s'en va avec ce livre-là. Puis c'est un livre que forcément on va retourner voir, on va retourner apprendre, on va retourner chercher des informations. C'est excellent. Rien d'autre à dire que ça. On va quand même le passer petit peu par petit peu. En fait, donc au chapitre 1, on a l'éthique du piégeur, donc la responsabilité du piégeur, le respect des propriétés privées, la cohabitation avec les autres utilisateurs, les chercheurs, etc. Puis le code d'éthique du trappeur. On a aussi sur le bien-être des animaux. Ensuite de ça, on a donc la planification de l'activité. Donc, quels secteurs sont les mieux? Eux, ils font des routes par GPS. Évidemment, là, on est plus dans un aspect de trappage intensif, si on veut dire, ou d'un trappage dans le but d'une activité commerciale. Ça serait plus approprié. C'est pas mon cas, donc je pense pas. C'était pas quelque chose qui m'a fasciné nécessairement, mais je trouvais ça intéressant quand même à lire. Ça, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais je vais vous en reparler encore. C'est au niveau des pièges, de la certification des pièges. Je trouve ça important de le mentionner pour pas qu'il y ait de mauvaises informations qui soient distribuées. Donc 80% des pièges pour les pièges de rétention, donc les pièges à pattes. 80% des animaux ne présentent aucune des blessures indiquées dans le tableau suivant. Fracture, luxation, je vous les passe parce que je les ai déjà dit, mais on a toute une série de lésions. Et dans 80% des cas, en fait, elles ne sont pas présentes. C'est l'objectif. Parce qu'en fait, le but d'un piège à rétention, un piège à pattes, c'est uniquement de saisir la patte. Il ne faut pas qu'il y ait de blessure au niveau de l'animal. D'abord pour son bien-être, mais aussi pour la question commercialisation des fourrures, puisqu'on est quand même dans une conception de commercialisation des fourrures. Il faut accorder une valeur à nos animaux à fourrure si on veut que l'État s'en intéresse, malheureusement. Donc, ça tient la patte, en fait. Donc, on est loin de la conception avant où ça tenait, mais ça ensanglantait, ça coupait pratiquement les fameux pièges à ours qu'on voit avec des dents. Ça n'existe plus, ça. C'est complètement illégal. Évidemment, ça prend le bon piège pour la bonne espèce. Ça, c'est primordial, donc assurez-vous de le faire correctement. Ensuite de ça, pour les pièges mortels, donc à la suite d'un test reconnu, 80% des animaux de l'espèce ciblée par le piège sont inconscients ou insensibles à l'issue de la durée admissible. Donc, sont inconscients jusqu'à leur mort. Ça, je l'ai dit aussi, 45 secondes pour l'hermine, puis on va à 300 secondes, soit 5 minutes pour castor, remusqué, loup de pécan, etc. Ensuite, on nous parle évidemment de l'activité. On nous parle des périodes d'activité. Il y a beaucoup d'images, c'est vraiment un beau livre. Là, on nous parle du GPS un peu. Moi, je m'en fous de ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on nous parle... en fait, on nous présente tous les pièges possibles. Puis, on nous dit comment les améliorer. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, mettre par exemple des coussinets, de limer les mâchoires pour qu'elles se referment, mais qu'il y ait un petit espace, donc suivant les espèces ciblées. On nous dit comment entretenir nos pièges, on nous dit vraiment comment bien être un bon trappeur en fait.
c'est vraiment, il y a toutes des fiches aussi, comme ça. Donc, détails d'installation pour éviter des blessures. Puis, on nous mentionne comment positionner le piège selon l'espèce et pour avoir une capture qui est optimale. Donc, pas sur le bout des doigts. Évidemment, on veut prendre la patte. Donc, tout ça est mentionné. Il y a différents types de pièges. Des pièges qui sont comme à patte, mais que c'est un collet. Ils appellent ça à lacet. Donc, ça se referme, puis ça fait le même principe qu'un piège à patte, mais ça saisit l'animal. Évidemment, moi, je vais surtout opter pour des pièges mortels dans mes futures activités. Mais il y a des avantages aussi aux pièges à rétention. D'abord, conservation de l'animal, puisque l'animal est en vie. Par exemple, si on est en été comme ça à 30 degrés, il faudra aller voir régulièrement pour être sûr que la viande n'est pas gâtée, pour être sûr que la fourrure n'est pas gâtée. Tandis que là, on arrive et l'animal est encore vivant. Évidemment aussi, l'animal, lorsqu'il est vivant, il peut être à même de se défendre contre certains autres prédateurs, si on veut. Alors que s'il est mort, même un écureuil pourrait aller le ronger, pourrait aller contaminer la viande, pourrait aller briser la fourrure. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est rendu là. Si vous en faites, c'est à vous de juger. Donc, on nous parle tout au début comment optimiser les pièges. Par exemple, ici, une simple trappe Victor, donc avec un arceau de plastique comme ça. Pourquoi? Pour éviter les captures accidentelles, qui est très important de comprendre. Donc, en ayant un plastique par-dessus comme ça évite qu'on ait des oiseaux de proie ou d'autres oiseaux qui se blessent en fait, qui actionnent la trappe, tandis que là, ça va être vraiment centré, puisqu'on la met à l'intérieur d'une petite boîte de bois. Là, on va vraiment viser l'écureuil ou la belette, suivant ce qu'on veut chasser. On nous explique tous les pièges, les collets. Donc, on a le S-hook, en fait, qui est simplement un S métallique qu'on met lorsqu'on pose un collet. Ce qui fait que, en fait, le S et la tige de métal est faite pour supporter un certain nombre de livres. Donc, si on coince la patte d'un cervidé, d'un orignal, d'un chevreuil, etc., la tension qu'il va mettre va être supérieure à celle que va mettre, par exemple, un coyote ou un renard lorsqu'il va être pris. Donc, ça va faire en sorte qu'il va briser, qu'il va déplier le S et il va pouvoir se libérer. Donc, c'est un système, en fait, pour éviter les captures accidentelles. On nous parle des viroles. Les viroles, c'est tout simplement, ça tourne sur elle-même. Ça permet à l'animal de ne pas se coincer, se luxer la patte. Donc, ça fait en sorte, on en met deux, ça fait en sorte que les mouvements sont libres. Puis, ça permet de pas qu'il y ait d'enroulement sur elle-même. On nous explique les collets, comment faire des collets, les types de collets, pour quel type d'animal, quels outils sont nécessaires pour fabriquer ses propres collets. On peut évidemment les acheter dans le commerce. Donc, on nous parle aussi de tout ce qui est traitement de protection des pièges. Lorsqu'on achète un piège neuf, il y a des choses à faire. Lorsqu'on veut les préserver dans le temps, évidemment, donc il y a le procédé de dégraissage, de teinture. Donc, c'est tout très bien expliqué, avec plein d'images pour bien comprendre. Il est très didactique. C'est vraiment un beau livre, pratique. On peut facilement être autonome, à mon avis, avec ça et les outils qui sont proposés dans le livre, si on est moindrement autodidacte. Donc, le cirage, on nous explique comment cirer les pièges et pour quelles raisons, ce qui est important puisqu'il y a certaines choses qui sont uniquement, par exemple, pour les pièges à pattes. Donc, ensuite de ça, écologie et gestion des animaux à fourrure. En fait, on nous présente les 3 types de territoires. On a le réserve à castor, donc qui est tout le haut du Québec. Ça, c'est un territoire qui est uniquement réservé aux Autochtones, qui est faiblement exploité et qui a une gestion minimale requise. En fait, ça représente 6%. Tout cet ensemble-là du territoire représente uniquement 6% des récoltes enregistrées des animaux à fourrure. Les territoires structurés qui sont un peu comme des pourvoiries, donc on a des territoires qui sont sensiblement, c'est un droit exclusif. Donc, il y a un trappeur qui a le droit sur une superficie, par exemple, de 60 km².
de poser ces pièges, d'en faire la récolte. Ça représente 27% en récolte approximative des fourrures enregistrées. Puis on a le territoire libre, donc qui est généralement, on peut facilement le définir comme autour du fleuve Saint-Laurent. Ça englobe tous les territoires, tous les terrains privés en fait, et les lieux habitables. Donc où la majeure partie de la population est. Ça représente 67% des captures. Donc on nous définit tout ça, puis on nous le définit également en fonction du type d'espèce. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. Ensuite, si on va plus loin, chapitre 3, en fait, on va nous parler de l'écologie de la gestion des animaux à fourrure. On prend un animal à la fois, par exemple là, le castor, on nous donne son nom latin, son nom anglais, son ordre, par exemple les rongeurs, la famille, les castoridés, la longueur totale, la queue, la grosseur de la queue, le poids, la maturité sexuelle, la longévité, quels sont ses prédateurs, ses facteurs limitants. Donc par exemple ici on a absence d'habitat favorable, par exemple forêt boréale ou détérioration de ce dernier, résultant d'une surpopulation de l'espèce. Donc il y aurait trop de castors, ils mangeraient les arbres, par exemple le peuplier faux-tremble, il y en aurait de moins en moins, moins de nourriture, bref, facteurs limitants. On nous fait également la description, où il se situe, son type d'habitat, les techniques, en fait, ces techniques d'abattage, les entrées de la hutte. On nous montre son cycle annuel, en fait, juste ici. Il y a des tableaux comme ça pour chaque espèce. Donc, accouplement, gestation, naissance, élevage des jeunes et hivernage. On a tout le cycle, en fait, sur une année. On nous parle de la gestion, puis à chaque fois aussi, on nous parle en fait de la résilience du castor versus de l'habitat. Par exemple ici, on a une faible qualité de l'habitat. Donc ça, c'est la possibilité de prélèvement en vue d'une récolte durable. Donc, si l'habitat est résineux, pente moyenne à forte, très faible, on parle d'une récolte qui pourrait aller de l'ordre de 20%. Tandis que si on a une bonne qualité d'habitat, des feuillus, pente faible ou nulle, on pourrait aller jusqu'à 40% de prélèvement. Évidemment, il faut savoir quelle quantité il y a, mais ça nous donne une bonne indication sur quelle quantité on peut prendre. Donc, on a la loutre. Je vais toutes vous les passer, en fait. La loutre, le rat musqué, le vison, le raton laveur. C'est très bien expliqué. Moi, c'est une des parties que j'ai aimé le plus. J'adore m'instruire au niveau des animaux. Le pécan. Renard, coyote, loup, ours, je vous les passe rapide, le lynx roux. Lynx roux que je connaissais pas, lui il est majoritairement sur la rive sud. L'écureuil, on a aussi les espèces rares et en progression au Québec. Donc qui sont des espèces par exemple comme l'opossum, ainsi que le renard gris en fait, qui sont on nous dit en fait c'est des espèces qui sont à déclaration obligatoire, donc on n'a pas le droit de les chasser, mais il peut arriver qu'ils soient trappés dans un des pièges destinés à une autre espèce par exemple, puis faut obligatoirement le déclarer aux agents de la faune. Ensuite de ça, on a le chapitre 4 qui est les techniques de piégeage. En fait, au début on nous parle comment éviter le plus possible les animaux de compagnie, évidemment, donc les captures accidentelles, que ce soit des oiseaux de proie, des animaux de compagnie, chiens, chats, ou une capture accidentelle, c'est aussi une espèce qui est non désirée par le fait qu'on pose un piège, on vise une espèce, puis on en capture un autre, c'est considéré comme une capture accidentelle, puisque c'est pas ça qu'on visait. Donc, tous les types, on parle des types de pièges un peu. Ensuite de ça, on va vraiment spécifier selon l'espèce. Quel type de piège? Par exemple, ici, encore le castor, ça prend un cadre 330. Donc, un piège en X, numéro 330. Submergé, on peut prendre plus petit. Donc, c'est vraiment variable selon où vous allez le poser, comment vous allez le poser, etc. Donc, tout comment installer ça pour le castor. Et on fait la même chose pour toutes les espèces et où l'installer. Donc, par exemple, ici, on a pour le rat musqué,
donc à l'intérieur ici d'un tuyau. Pourquoi il l'installe là en fait? Parce que le piège va rentrer à l'intérieur, va être en position pour flotter. Le rat musqué va monter là-dessus, va se piéger la patte. C'est un piège à patte la plupart du temps. Il va se lancer à l'eau avec un collet ou une pesée, ou ça peut être même juste le poids du piège. En fait, il va se noyer. Donc, ça pourquoi le mettre à l'intérieur d'un tuyau pour éviter les captures accidentelles d'oiseaux de proie, puis tous les autres oiseaux en fait, puisqu'il va être à l'intérieur d'un tuyau, les oiseaux n'y vont pas. Donc, on nous explique pour tous les espèces d'animaux qui ont été énumérés auparavant, où les placer, comment les placer. Chapitre 5. Chapitre 5, c'est sur les maladies et parasites des animaux. Donc, évidemment, on est en présence d'animaux à fourrure sauvages. Il y a évidemment des maladies, des parasites. Il y en a sur ceux d'élevage. Pourquoi il n'y en aurait pas sur ceux sauvages? Donc, on nous dit les règles générales. Évidemment, toujours porter des gants lorsqu'on pose les pièges pour éviter les odeurs. Mais dès qu'on manipule les animaux, il faut porter des gants. On nous indique tous les types de maladies. Par exemple, la rage, la tularemie, la maladie de Lyme, etc. Puis on nous dit comment les contrer un peu. Donc il y a aussi la leptospirose, la sarcope. Bref, on nous dit toutes les maladies qu'on peut rencontrer puis comment les éviter. Ensuite de ça, on a l'apprêtage, la commercialisation des fourrures. Donc c'est plus l'aspect bien évidemment commercialisé puisque c'est une activité économique qui est quand même importante, on pourrait dire, au Québec. Nos fourrures sont reconnues à travers le monde. Nous dire comment bien traiter les fourrures. Il commence à pleuvoir, je vais me clencher ça. Donc la préparation des peaux, c'est vraiment complet. Le CD en fait qui donne permet aussi vraiment de bien voir d'une manière didactique les mouvements. On a tout l'apprêtage, par exemple, selon les animaux, rat musqué, coyote, raton laveur, peu importe, puisqu'il y a différents types. Par exemple, le castor qui est en peau ouverte, c'est-à-dire étalé sur un contreplaqué. Peau en sac, c'est qu'on le dépieute en fait un peu comme un sac, comme si on le déballait. Bon, il commence à mouiller pour de vrai. Ensuite de ça, valorisation de la chair. Comment prendre les glandes pour s'en servir pour faire des leurres plus tard. Puis, en fait, on finit avec survie et premiers soins. Donc, qu'est-ce qu'on devrait traîner comme matériel de survie. Et c'est ce qui fait le tour. Il commence à mouiller beaucoup. C'est un excellent livre. Moi, je vous le conseille vraiment.